Saviez-vous qu'il existe quelque part, au nord du cercle polaire, une porte scellée dans la roche? Derrière, dans les entrailles d'une montagne gelée, repose un trésor unique. Des graines. Des centaines de milliers de graines. Conservées dans le silence et le froid, à l'abri du temps. Elles sont la mémoire de nos cultures, les traces vivantes de ce que l'humanité a su semer, adapter, récolter, nourrir. Et peut-être un jour, ce qu'elle devra réapprendre. Car si les crises s'aggravent, si les champs s'assèchent, et si les semences disparaissent, alors ce coffre pourrait devenir notre point de départ, le lieu depuis lequel tout pourrait recommencer. Au nord du cercle polaire, sur l'île de Spitsbergen, un morceau de béton s'enfonce dans la pierre. À l'intérieur, la température est maintenue à moins 18 degrés. Assez froid pour suspendre le vivant, assez stable pour protéger ce qu'il reste d'irremplaçable. Des graines. Plus d'1 million d'échantillons, déposés par plus de 100 pays. Ce lieu n'est ni un musée, ni un sanctuaire. Il a été conçu comme un recours, car dehors, la diversité s'effondre. En un siècle, plus de 75% des variétés cultivées ont disparu des champs. Des centaines de types de riz, de blé, de lentilles, de sorgho, remplacés par des lignées homogènes, calibrées pour les exigences de l'agro-industrie. Rendement, standardisation, compatibilité chimique. 12 espèces végétales nourrissent aujourd'hui l'essentiel de l'humanité. Parmi elles, le blé, le riz, le maïs, la pomme de terre, le manioc, le sorgho, le mil, le soja, l'orge, la canne à sucre, la betterave sucrière et la banane. 3 seulement, blé, riz, maïs, assurent à elles seules plus de 60% des calories consommées sur la planète. Cette concentration crée une vulnérabilité structurelle. Dans un système basé sur l'uniformité génétique, une seule maladie, une seule sécheresse prolongée, peut suffire à compromettre des millions d'hectares. Moins il y a de diversité, moins il y a de marge d'adaptation. Face à l'érosion génétique, les scientifiques ont tenté d'organiser la mémoire. Depuis un demi-siècle, plus de 1700 banques de semences ont été créées à travers le monde. Chacune rassemble des variétés cultivées, classées, étiquetées, parfois disparues des champs. Mais ces banques sont elles-mêmes vulnérables. Certaines ont déjà été perdues. En Irak, la guerre du Golfe a détruit la collection de semences du croissant fertile. En Afghanistan, les conflits successifs ont déstabilisé les infrastructures de conservation. Aux Philippines, le typhon Xangsan a inondé la Banque mondiale du riz. À chaque fois, c'est un pan entier de la diversité agricole qui disparaît. Ce qui a été effacé ne peut pas être reconstitué. À cette fragilité géopolitique s'ajoute une instabilité plus insidieuse, celle du climat. Les sécheresses s'allongent, les saisons se décalent, des maladies fongiques émergent là où elles n'existaient pas. Des parasites tropicaux s'installent en altitude ou en latitude. Le vivant cultivé entre dans une zone d'incertitude, et l'agriculture mondiale doit désormais s'adapter plus vite qu'elle ne l'a jamais fait. Le Svalbard Global Seed Vault ne s'est pas construit en réaction à une crise. Il est né d'une inquiétude lente, étalée sur plusieurs décennies, celle d'un monde qui perdait, année après année, la mémoire de ce qu'il avait su cultiver. Dans les années 80, des scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Partout, des variétés paysannes disparaissent. Les conflits armés, les catastrophes naturelles ou simplement le manque de moyens font peser une menace réelle sur les banques de semences existantes. Un mot circule d'abord dans les milieux spécialisés. Backup. Il faut une copie, un double, un lieu qui ne soit pas un centre d'innovation, mais une structure de survie. En 1984, un premier essai discret voit le jour. Le Nordic Gene Bank, prédécesseur de l'actuel Nordgene, installe une chambre de stockage expérimentale dans une ancienne mine de charbon du Svalbard. Il ne s'agit alors que d'un dépôt secondaire, rudimentaire, mais l'intuition est là. Le froid naturel, la roche stable, le silence du lieu, tout semble propice à la conservation longue. L'idée va mûrir lentement, il faudra attendre le début des années 2000 pour qu'elle prenne corps à l'échelle mondiale.
En 2001, les États membres de la FAO adoptent le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, un texte majeur qui reconnaît officiellement que les ressources génétiques agricoles sont un patrimoine commun à préserver et à partager. Dans le même temps, un homme va jouer un rôle décisif. Gary Fowler, généticien américain, spécialiste de l'agrobiodiversité, est l'un des principaux architectes du Svalbard Global Seed Vault. Après avoir été conseiller à la FAO pour la mise en place du traité international, il devient directeur exécutif du Global Crop Diversity Trust en 2005. Il y porte une conviction simple: face à la fragilité des banques de gènes existantes, il faut construire un dépôt de dernier recours, placé en dehors de toute logique commerciale ou souveraine. Fowler mobilise les partenaires techniques, convainc la Norvège d'abriter le projet et pilote les étapes clés du design scientifique et logistique. En 2004, une étude de faisabilité est lancée. Le site du Svalbard est confirmé. Les travaux débutent en 2006. Le tunnel est creusé dans la roche gelée, orienté au nord, isolé, incliné, pensé pour résister au siècle. Le 26 février 2008, la réserve est officiellement inaugurée. Des représentants de plusieurs continents assistent au dépôt des premiers lots. Parmi eux, des graines de riz d'Asie, de pois chiches du Moyen-Orient, de maïs mésoaméricain. Le Svalbard Global Seed Vault est désormais actif, silencieux, mais prêt. Mais alors, pourquoi Svalbard? La réserve mondiale de semences du Svalbard n'est pas née d'une intuition géographique, mais d'un besoin stratégique. Lorsque l'idée d'un dépôt mondial s'est imposée, il a fallu choisir un lieu capable de garantir la survie passive de la diversité agricole, même en cas d'effondrement global. Ce lieu devait répondre à des critères rares: stabilité géopolitique, froid constant, souveraineté fiable, neutralité politique, isolement sans isolement total. Le Svalbard a réuni, seul, l'ensemble de ces conditions. L'archipel se situe à 1300 km du pôle Nord, dans une zone de permafrost permanent, un sol gelé en profondeur parfois depuis des milliers d'années, où la température ne remonte jamais au-dessus de 0 degré. Ce froid naturel agit comme un conservateur silencieux. Il permet de maintenir les graines à moins 18 degrés, température idéale pour une conservation longue, même en cas de panne ou de crise énergétique. La réserve elle-même est creusée à 130 mètres à l'intérieur d'une montagne de grès, sur un versant orienté nord, pour éviter les effets du réchauffement global. L'entrée est inclinée pour prévenir les infiltrations, les murs internes sont renforcés, le sas d'accès est pressurisé. En cas de coupure totale, la roche gelée ralentit le réchauffement à l'intérieur, garantissant plusieurs décennies de préservation. Le site est également géologiquement stable. Loin des failles tectoniques, bien au-dessus du niveau de la mer, même dans les scénarios les plus extrêmes de fonte polaire. En surface, rien ne bouge, ni la terre, ni les eaux, ni les rapports de force. Pourtant, un événement a rappelé que rien n'était absolument figé. En mai 2017, une pluie inhabituelle s'abat sur l'archipel. Le permafrost, censé rester gelé toute l'année, commence à fondre par endroits. À l'entrée du tunnel, l'eau s'infiltre. Le système de drainage, prévu pour gérer les précipitations classiques de la région, se retrouve dépassé. Fort heureusement, l'eau ne franchira pas le sas. Les graines resteront intactes, mais l'alerte est sérieuse. Le symbole d'une sécurité totale se fissure légèrement. Même ici, aux confins du monde habité, le réchauffement global laisse son empreinte. Des travaux seront lancés dans les mois qui suivent. Renforcement de l'étanchéité, construction d'un nouveau sas d'accès, amélioration du système de pompage. Le Svalbard n'a pas failli, mais il a appris, comme tout organisme vivant, à s'ajuster. Svalbard est isolé, mais pas inaccessible. Une piste d'atterrissage relie la petite ville de Longyearbyen au continent. Quelques routes, un port, des équipements techniques, le strict nécessaire. Les semences sont transportées par avion, dans des conteneurs sécurisés, puis livrées à pied ou en motoneige selon la saison. Le dépôt fonctionne sans personnel permanent. Il n'a ni laboratoire ni salle d'analyse. Sa gestion repose sur une gouvernance tripartite. La Norvège, qui l'a financé et le contrôle légalement, le Crop Trust, qui pilote la stratégie globale de conservation des ressources agricoles, et Nordgene, l'institution nordique chargée du suivi technique. Ensemble, ils garantissent que le coffre reste ce qu'il est: un outil international, neutre, au service du vivant. Chaque échantillon stocké reste la propriété du déposant. La Norvège n'ouvre aucune boîte, elle n'en cultive rien, elle conserve. Chaque sachet est étiqueté, inventorié, séché, emballé sous vide dans des enveloppes triple couche en aluminium. Ces enveloppes sont ensuite placées dans des boîtes hermétiques, elles-mêmes entreposées sur des étagères métalliques. À moins 18 degrés, dans un air presque totalement sec, le vivant s'endort. Le métabolisme des graines ralentit jusqu'à l'immobilité. Certaines espèces pourront ainsi survivre 100, 200, parfois 1000 ans. L'endroit est mutique, mais organisé. Aucune graine n'est testée sur place, aucune boîte n'est ouverte, sauf demande expresse du déposant. Les semences appartiennent à ceux qui les ont envoyées.
Pays, centres de recherche, banque nationale, et eux seuls peuvent les récupérer. En cas de crise, guerre, inondation, destruction accidentelle, le Svalbard peut jouer son rôle de secours, et ça a déjà été le cas. En 2015, alors que la guerre ravageait la Syrie, le Centre international de recherche agricole dans les zones arides, ICARDA, a dû fuir précipitamment Alep. Depuis les années 70, ce centre abritait l'une des collections les plus riches du croissant fertile. Plus de 150 000 échantillons de semences, patiemment collectés dans les régions les plus hostiles. Hauts plateaux, steppes sèches, déserts pluvieux, des lignées anciennes adaptées aux sols pauvres, aux sécheresses longues, à la rareté. Quand les chercheurs ont été contraints de quitter le pays, ils ont laissé derrière eux des décennies de travail. Mais quelques années plus tôt, par précaution, l'ICARDA avait déposé une partie de sa collection dans la réserve du Svalbard, et c'est donc vers cette copie qu'ils se sont tournés. Le retrait s'est effectué dans le silence. Les colis ont quitté les entrailles gelées de la montagne pour rejoindre, quelques semaines plus tard, les laboratoires de repli établis au Liban et au Maroc. Là, les graines ont été ressuscitées, mises en culture, multipliées, testées. Et ce qui avait été perdu a pu renaître. Certaines de ces lignées ont même déjà repris le chemin inverse. Une fois régénérées, elles ont été renvoyées vers le nord, réintégrant la chambre forte du Svalbard. Preuve que le système fonctionne. Que cette arche, pensée pour les catastrophes les plus improbables, peut bel et bien rouvrir ses portes, libérer ses trésors et participer à la reconstruction du vivant. Le Svalbard Global Siltvolt n'est pas un musée, on l'a vu. Ce n'est pas non plus un centre de recherche. C'est un point fixe dans un monde mouvant. Un espace où l'on a choisi de suspendre la vie pour mieux la transmettre. Non pas pour aujourd'hui, mais pour ce qu'il pourrait rester à reconstruire demain. Un jour peut-être, ce qui y dort deviendra essentiel. Quand les climats auront basculé, quand les récoltes échoueront, quand les variétés modernes ne seront plus adaptées, alors il faudra revenir à l'origine, rouvrir les portes, retrouver ce que l'on croyait perdu, et recommencer à semer, patiemment, depuis les fondations. Car dans ces milliers de boîtes silencieuses repose, en creux, une promesse, celle de ne pas laisser le vivant s'effacer, sans recours.